Le gentleman célibataire. Mon ami Sherlock Holmes contribua largement à trouver la curieuse résolution de l'énigme du mariage de Lord Saint-Simon, dont voici le récit complet. Un après-midi, au retour d'une promenade, cela se passait quelques semaines avant mon propre mariage et à l'époque où je partageais encore le logement de Holmes dans Baker Street. Mon ami trouva sur la table une lettre qui l'attendait. J'étais moi-même resté enfermé toute la journée ce jour-là à lire des journaux, car le temps s'était mis subitement à la pluie, et la balle que j'avais reçue en souvenir de la campagne d'Afghanistan me faisait beaucoup souffrir. Assis dans un fauteuil, je me demandais de quel illustre correspondant ce courrier pouvait provenir. « Vous avez là une lettre qui semble fort aristocratique, mon cher Holmes. C'est beaucoup plus flatteur que votre courrier de ce matin qui, si j'ai bonne mémoire, émanait d'un marchand de poissons et d'un officier de douane. » Oui, il est de fait que ma correspondance a le charme de la variété, mais les plus humbles missives sont généralement les plus intéressantes, tandis que celle-ci me fait plutôt l'effet d'une de ces détestables invitations mondaines qui ne vous laissent le choix qu'entre l'ennui et le mensonge. Il décacheta l'enveloppe et parcourut la lettre. Tiens, mais cela pourrait devenir intéressant quand même. Rien de mondain alors? Non, c'est une communication essentiellement professionnelle. Et d'un client qui appartient à la noblesse? Oui, à la plus haute noblesse d'Angleterre. Toutes mes félicitations, mon cher. Oh, je vous assure sans fausse modestie aucune, Watson, que la situation de mon client m'intéresse beaucoup moins que l'affaire qu'il me soumet. Mais il est fort possible que, dans le cas actuel, l'affaire et le client sortent autant de l'ordinaire l'un que l'autre. Vous avez lu beaucoup de journaux ces temps derniers, n'est-ce pas? Vous pouvez en juger par vous-même. Je n'avais pas autre chose à faire. Tant mieux, vous allez peut-être pouvoir me documenter. Moi, je ne lis jamais que les comptes rendus judiciaires et les petites annonces très instructives en général, mais puisque vous êtes si bien au courant de ce qui se passe actuellement, vous devez certainement avoir lu l'histoire de Lord Saint-Simon et de son mariage. Oh oui, avec le plus vif intérêt. À la bonne heure. Eh bien, la lettre que voici est justement de Lord Saint-Simon. Je vais vous la lire et je vous demanderai en échange de tâcher de retrouver parmi ces journaux tout ce qui a trait à cette question. Voici ce qu'il me dit. Cher monsieur Sherlock Holmes, Lord Backwater m'assure que je puis avoir une égale confiance en votre jugement et en votre discrétion. J'ai donc pris la décision de vous rendre visite afin de vous demander votre avis concernant le très pénible événement qui s'est produit lors de la célébration de mon mariage. L'affaire est entre les mains de M. Lestrade de Scotland Yard, mais il m'a certifié que votre collaboration n'entraverait en rien ses recherches et ne pourrait même que les faciliter. Je serai chez vous à 4 heures de l'après-midi et j'ose espérer qu'au cas où vous auriez pris un autre engagement, vous voudrez bien vous rendre libre. L'affaire dont il s'agit étant de la plus haute importance. Agré, etc. Robert Saint-Simon. La lettre porte l'adresse de Grosvenor Mansions. Elle a été écrite avec une plume d'oie et le noble lord a eu la malchance de se mettre de l'encre sur la partie extérieure du petit doigt de la main droite, si j'en crois mon observation. Il a dit 4 heures. Il sera donc ici dans 1 heure. Alors faisons vite, Watson. Vous allez avoir tout juste le temps de me fournir un aperçu de la situation. Passez en revue les journaux que vous avez là et classez dans l'ordre tous les articles que vous retrouverez. Moi, pendant ce temps-là, je vais voir un peu qui est notre client. Il s'empara d'un volume rouge rangé avec d'autres annuaires à côté de la cheminée. Nous y sommes. Robert Walsingham de Vert-Saint-Simon, second fils du duc de Balmoral, né en 1846. Il a donc 41 ans, ce qui est un âge mûr pour se marier. Alors a été sous-secrétaire aux colonies dans l'un des derniers ministères. Le duc, son père, avait été lui-même secrétaire aux affaires étrangères. La famille descend en ligne directe des Plantagenets et des Tudors par les femmes. Bon, tout cela ne nous apprend pas grand-chose d'utile. Je crois que je ferais mieux d'avoir recours à vous, Watson, pour m'enseigner ce que j'ai surtout besoin de savoir. Cette histoire est toute récente et m'a beaucoup frappé, Holmes. Si je ne vous en ai pas parlé, c'est uniquement parce que je vous savais occupé d'une autre affaire. Et comme vous n'aimez pas qu'on vous dérange à ce moment-là... Ah, vous voulez parler du petit problème de la voiture de déménagement de Grosvenor Square. Mais il est complètement éclairci maintenant. Du reste, il était facile de tout deviner dès le début. Voyons, passez-moi ces journaux. Voici le premier article que j'ai retrouvé à ce sujet. Il remonte à plusieurs semaines. On annonce les fiançailles et le très prochain mariage de Lord Robert Saint-Simon, second fils du duc de Balmoral, avec mademoiselle Hattie Doran, fille unique de monsieur Aloysius Doran de San Francisco, Californie, États-Unis. C'est tout. C'est bref et précis. Il apparut ensuite dans un journal mondain de la même semaine un article donnant plus de détails. Ah, tenez, le voici. Lord Saint-Simon annonce officiellement aujourd'hui ses fiançailles avec mademoiselle Hattie Doran, la séduisante fille d'un millionnaire californien. Mademoiselle Doran, dont la gracieuse silhouette et la remarquable beauté avaient été très remarquées aux réceptions de Westbury House, est fille unique, et chacun répète à l'envi que sa dot dépassera 100 000 livres.
comme il est de notoriété publique que le duc de Balmoral a été contraint au cours de ces dernières années de vendre sa galerie de tableaux, et comme Lord Saint-Simon ne possède aucun domaine en propre que celui de Birchwood, il est bien évident que l'héritière californienne ne sera pas la seule à se réjouir de cette union qui lui permettra, comme à beaucoup d'autres, de troquer son nom républicain contre un titre envié de noblesse anglaise. Des intérêts communs alors. Elle prend le nom, il prend l'argent. Intéressant. Oh, mais non, loin de là. Il y a ensuite, dans le Morning Post, un autre article annonçant que le mariage aura lieu dans la plus stricte intimité, qu'il sera célébré à l'église Saint-Georges dans Hanover Square, que seule une douzaine d'amis seront invités, et qu'à l'issue de la cérémonie, le cortège se rendra dans la maison qu'a louée toute meublée à Lancaster Gate, le père de la mariée. 2 jours plus tard, c'est-à-dire mercredi dernier, on annonçait en quelques lignes que le mariage avait eu lieu et que les nouveaux époux passeraient leur lune de miel chez Lord Backwater auprès de Petersfield. Voilà, en résumé, toutes les informations qui furent publiées avant la disparition de la mariée. Avant quoi? Avant la disparition de la mariée. Ah, elle a disparu. Quand a-t-elle donc disparu? Pendant le lunch. Oh, c'est merveilleux, Watson. C'est plus intéressant que je ne croyais. C'est tout à fait dramatique, en somme, mais c'est réjouissant. Oui, moi aussi j'ai trouvé que ce n'était pas banal. On voit souvent des mariés qui disparaissent avant la cérémonie et quelquefois pendant leur voyage de noces, mais brusquement, comme cela, en sortant de l'église, je ne crois pas en avoir jamais vu d'exemple. Donnez-moi de plus amples détails, je vous prie. Le peu qu'il y en a actuellement se trouve exposé dans un article publié par un journal d'hier matin. Il est intitulé « Un mariage mondain troublé par un singulier incident ». La famille de Lord Robert Saint-Simon vient d'être plongée dans la consternation par les étranges et pénibles incidents qui se sont produits au retour de l'église. La cérémonie, célébrée à l'église Saint-Georges, avait été extrêmement discrète. Seuls y assistaient les parents proches des mariés. Tout le monde se rendit ensuite chez M. Aloysius Doran, le père de la mariée, où un lunch avait été préparé. À ce moment, un premier incident fâcheux fut provoqué par l'arrivée d'une femme qui essaya de s'introduire de force dans la maison à la suite des invités en prétendant qu'elle avait des droits sur Lord Saint-Simon. Une scène fort pénible s'ensuivit et ce n'est qu'après bien des efforts que les domestiques parvinrent à la mettre à la porte. Peu après, la mariée, qui pendant ce temps s'était mise à table avec tout le monde, fut prise tout à coup d'un violent malaise et se retira dans sa chambre. Son absence se prolongeait et donnait lieu à certains commentaires assez désobligeants, alors son père monta voir ce qui se passait, mais une femme de chambre lui apprit que sa fille n'avait fait qu'entrer et sortir, juste le temps de prendre un chapeau et un manteau, et qu'elle était immédiatement redescendue. Un valet déclara qu'il avait vu une dame avec un chapeau et un manteau sortir de la maison, mais n'avait pas supposé un seul instant que ce fût Lady Saint-Simon, puisqu'il la croyait à ce moment dans la salle à manger avec les autres convives. Dès qu'il eut appris la disparition de sa fille, M. Aloysius Doran, accompagné de son gendre, se mit en rapport avec la police, et tout permet de supposer que grâce aux diligentes recherches actuellement entreprises, cette singulière affaire sera bientôt éclaircie. Mais à l'heure où nous mettons sous presse, aucune trace de la disparue n'a encore pu être retrouvée. On commence à se demander si l'infortunée jeune femme n'aurait pas été attirée dans quelque guet-apens, et le bruit court que l'on aurait procédé à l'arrestation de la femme qui avait cherché à s'introduire dans la maison, et que l'on soupçonne d'avoir voulu assouvir une vengeance par jalousie ou pour tout autre motif. Et c'est tout. Il y a encore un petit entrefilet dans un journal de ce matin assez suggestif, celui-là. Ah, que dit-il? Il confirme l'arrestation de la personne en question, laquelle serait une ancienne danseuse du cabaret L'Allegro, Flora Miller, et aurait entretenu des relations avec Lord Saint-Simon pendant quelques années. À part cela, pas d'autres détails. Vous êtes désormais en possession de tous les éléments de l'affaire, tels qu'ils ont du moins été jusqu'à présent exposés par la presse. Et d'une affaire qui promet d'être extrêmement intéressante, mon cher. J'aurais été navré de la manquer. Ah, il est un peu plus de 4 heures, il y a tout lieu de croire, mon cher Watson, que c'est notre illustre client. Restez, je préfère de beaucoup avoir un témoin auprès de moi, ne serait-ce que pour contrôler mes propres souvenirs. Lord Robert Saint-Simon entra. Notre visiteur avait un air sympathique et raffiné, le teint pâle, le nez fortement accusé, la bouche un peu moqueuse peut-être et le regard ferme et calme de ces favorisés du sort auquel il a toujours suffi de commander pour être obéi sur l'heure. Quoique très vif d'allure, son dos un peu voûté et sa façon de plier les genoux en marchant le faisaient paraître plus âgé qu'il ne l'était en réalité. Lorsqu'il retira son chapeau au bord recourbé, nous nous aperçûmes en outre qu'il grisonnait sur les tempes et qu'il était atteint d'un commencement de calvitie. Quant à sa tenue, on pouvait dire qu'elle était d'un soigné qui frisait l'exagération. Faux col exagérément haut, redingote noire, gilet blanc, gants jaunes, bottines vernies et guêtres claires. Il s'avança lentement vers nous, en tournant la tête tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et en jouant de la main droite avec le cordon de son pince-nez à monture d'or. Bonjour, Lord Saint-Simon. Asseyez-vous donc, je vous prie, et permettez-moi de vous présenter mon collègue et ami, le Dr Watson. Approchez-vous du feu et causons un peu de l'affaire qui vous amène. Une affaire extrêmement pénible pour moi. Vous le concevez sans peine, monsieur Holmes.
Je suis littéralement outré. Vous avez sans nul doute eu l'occasion de vous occuper déjà de questions aussi délicates que celles dont je veux vous entretenir, mais les personnes en cause n'appartenaient probablement pas à une classe aussi élevée que la mienne. Non, plus élevé au contraire. Plaît-il? Je dis plus élevé, car mon dernier client dans cette catégorie d'affaires était un souverain. Pas possible. Vraiment, je n'aurais jamais cru que... De quel souverain s'agissait-il? Du roi de Scandinavie. Comment? Sa femme à lui aussi avait disparu? Ah, excusez-moi de ne pas répondre à votre question, Milord, mais je me dois, vous devez le comprendre, d'être aussi discret envers mes autres clients que j'ai promis de l'être pour vous. Évidemment, évidemment. Vous avez pleinement raison et je vous fais mes excuses. En ce qui me concerne, je suis prêt à vous fournir toutes les indications que vous jugerez nécessaires pour établir votre hypothèse. Je vous remercie. Je suis déjà au courant des informations parues dans la presse, mais en dehors de cela, je ne sais rien. Tout ce qui a été publié est bien exact, à commencer par la disparition de la mariée telle qu'elle a été relatée dans cet article. Oui, c'est assez exact. Malgré tout, je dois vous prévenir que j'aurai besoin de quelques indications complémentaires pour me former une première opinion et, si vous le permettez, je vais d'abord vous poser quelques questions. Je vous en prie. À quelle époque avez-vous fait la connaissance de mademoiselle Hattie Doran? Il y a 1 an, à San Francisco. Au cours d'un voyage aux États-Unis. Oui. Vous êtes-vous fiancé avec elle à ce moment-là? Non. Néanmoins, vous aviez avec elle des relations assez étroites. Je prenais plaisir en sa compagnie. Elle n'était pas sans s'en rendre compte. Son père est riche? Oui, on dit même que c'est l'homme le plus riche de la côte Pacifique. Où donc a-t-il fait fortune? Dans les mines. Il y a quelques années encore, il n'avait pas un sou. Mais après cela, il a eu de la chance avec un filon d'or qu'il a exploité et s'est enrichi en un rien de temps. Maintenant, quelle impression avez-vous personnellement sur le caractère de la jeune femme, de votre femme? Voyez-vous, monsieur Holmes, ma femme avait plus de 20 ans lorsque son père a fait fortune. Et pendant tout le temps qu'il exploitait cette mine, elle avait toujours été habituée à aller et venir librement dans le camp, et à courir à sa guise à travers les montagnes et les bois, de sorte qu'elle n'a jamais eu de professeur pour la diriger, et a poussé plutôt comme une fleur sauvage. C'est en somme ce qu'il est convenu d'appeler un garçon manqué, une jeune fille très libre d'allure, qui n'a aucun souci des convenances et qui n'en a jamais fait qu'à sa tête. Elle est excessivement impulsive et impétueuse, et quand elle a décidé quelque chose, poursuit son but jusqu'au bout sans se préoccuper de ce qu'il en résultera. Par contre, je ne lui aurais certes pas donné le nom que j'ai l'honneur de porter si je n'avais pas jugé qu'elle était au fond animée de très nobles sentiments. Je la crois même capable des plus héroïques sacrifices. Et je suis persuadé que jamais elle n'accomplirait aucune action capable d'entacher son honneur. Auriez-vous une photographie d'elle? Je vous ai apporté ceci. Il ouvrit un médaillon et nous montra le portrait d'une femme ravissante. Ce n'était pas une photographie, mais une miniature sur ivoire, et l'artiste qui l'avait exécutée avait su rendre d'une façon merveilleuse les cheveux noirs et soyeux, les grands yeux sombres et la bouche exquise du modèle. Holmes l'examina longuement et avec la plus vive attention, puis referma le médaillon et le rendit à Lord Saint-Simon. Donc la jeune fille est venue à Londres et vous avez renoué connaissance. Oui, son père l'avait amenée ici pour la dernière saison londonienne. Je la rencontrai plusieurs fois, nous nous fiançâmes, et je viens, comme vous le savez, de l'épouser. Elle vous a porté, si je ne me trompe, une dot considérable. Une belle dot, mais pas la plus considérable que celle qu'on apporte habituellement dans ma famille. Et cette dot vous reste bien entendu puisque le mariage est maintenant un fait accompli. Je vous l'avoue franchement, je n'ai encore tenté aucune démarche pour m'en informer. Évidemment non. Aviez-vous eu l'occasion de voir mademoiselle Doran la veille du mariage? Oui, Était-elle joyeuse? jamais elle ne l'avait paru autant. Elle ne parlait que de ses projets d'avenir. Ah vraiment, voilà qui est fort intéressant. Et le matin du mariage? Elle était aussi pleine d'entrain. Du moins jusqu'à l'issue de la cérémonie. Et avez-vous observé qu'un changement s'opérait chez elle à ce moment-là? Eh bien, pour dire toute la vérité, c'est à ce moment-là seulement que je me suis avisé, pour la première fois, qu'elle devait avoir le caractère un peu vif. Mais l'incident est trop insignifiant pour mériter d'être rapporté, et ne peut avoir aucun rapport avec ce qui se passa ensuite. Contez-nous-le quand même, je vous prie. Oh, c'est enfantin. Tandis que nous nous dirigions vers la sacristie, son bouquet lui échappa des mains. Nous passions à ce moment-là devant le premier banc de la nef, et le bouquet tomba à l'intérieur de ce banc. Le cortège s'arrêta un instant, mais le monsieur qui occupait le banc s'était tout de suite précipité pour ramasser le bouquet et le rendre à ma femme. Et les fleurs ne paraissaient pas le moins du monde endommagées. Malgré cela,
Lorsque je fis allusion à la chose, elle me répondit fort brusquement, et dans la voiture, pendant le trajet de l'église à la maison, elle manifesta une agitation ridicule à propos de ce banal accident. Vraiment. Mais vous parliez tout à l'heure de quelqu'un qui se trouvait dans le banc. Il n'y avait donc pas que les invités qui assistaient à la cérémonie. Non, c'est une église. Quand les portes de l'église sont ouvertes, on ne peut pas empêcher le public d'entrer. Le monsieur en question n'était pas un ami de votre femme? Non, c'était un individu fort quelconque. J'ai du reste à peine fait attention à lui. Mais ne croyez-vous pas que nous sommes en train de nous écarter beaucoup du sujet? Lady Saint-Simon était donc de bien moins bonne humeur en revenant qu'en partant. Que fit-elle en rentrant chez son père? Je l'ai vu causer avec sa femme de chambre. Et comment est-elle, sa femme de chambre? Elle s'appelle Alice, c'est une Américaine que ma femme m'a ramenée de Californie. Votre femme en faisait sa confidente? Un peu trop. Je trouvais même que ma femme lui laissait prendre trop de liberté. Il est vrai qu'en Amérique, on n'envisage pas les choses de la même façon que chez nous. Pendant combien de temps votre femme s'est-elle entretenue avec cette servante? Oh, pendant quelques minutes peut-être, je ne sais pas au juste, car j'avais bien autre chose en tête à ce moment-là. Vous n'avez rien entendu de ce qu'elle disait? Euh, je ne sais plus. Ah si, ma femme a parlé de rafler un clem, car je dois vous dire qu'elle employait souvent l'argot des mineurs, mais j'ignore à quoi elle faisait allusion. Rafler un clem? L'argot américain est parfois très expressif. Et que fit votre femme quand elle eut fini de causer avec sa femme de chambre? Elle entra dans la salle à manger. À votre bras? Non, seule, je vous l'ai dit, elle est très indépendante et ne se conforme aux usages que quand ça lui plaît. Puis au bout de 10 minutes, à peu près, que nous étions assis, elle se leva brusquement, murmura quelques mots d'excuse et sortit. Et elle ne revint jamais. Si je peux me permettre, Holmes, cela diffère de la déposition de la femme de chambre qui indique qu'elle serait montée dans sa chambre, aurait mis un chapeau et passé un long manteau et aurait immédiatement quitté la maison. Ceci est exact. On la vit ensuite se promener dans Hyde Park, en compagnie de Flora Miller, une femme qui est actuellement en prison et qui avait provoqué une scène le matin même chez M. Doran. Ah oui. À propos, je voudrais bien avoir quelques renseignements en ce qui concerne cette personne et les relations que vous avez eues avec elle. Lord Saint-Simon haussa les épaules et parut un peu surpris. Nous avons eu pendant des années des relations intimes ensemble. Je dirais même très intimes. Elle dansait à l'allegro. Je crois pouvoir affirmer que je me suis montré assez généreux avec elle pour qu'elle n'ait jamais à se plaindre de moi. Seulement, vous savez comment sont les femmes, monsieur Holmes. Flora était délicieuse, mais elle avait le tort d'être très coléreuse et de ne pas vouloir me lâcher. Quand elle sut que j'allais me marier, elle m'écrivit des lettres de menaces terribles. C'est pour cette raison précise que le mariage fut célébré de façon discrète. Vous redoutiez un scandale à l'église. Oui. Elle arriva chez M. Doran à l'instant précis où nous venions de rentrer et voulut pénétrer de force dans la maison, en proférant des injures et même des menaces contre ma femme. Mais, ayant prévu ce qui pourrait se produire, j'avais donné l'ordre au domestique de la mettre dehors si elle se présentait. Elle ne se calma que lorsqu'elle se rendit compte que tout ce tapage ne servirait à rien. Votre femme a-t-elle assisté à la scène? Dieu merci, non! Et vous dites qu'on l'a vue plus tard se promener en compagnie de cette femme. Oui, et c'est là ce que M. Lestrade de Scotland Yard considère comme le plus grave. Il suppose que Flora se sera arrangée pour attirer ma femme au moyen d'un subterfuge quelconque et l'aura fait tomber ensuite dans un infâme guet-apens. Mon Dieu, la jalousie. Un guet-apens, la chose n'est pas impossible. Alors c'est votre avis également, monsieur Holmes? Je n'ai pas dit cela, mais vous-même, vous estimez que c'est un événement probable? Honnêtement, je crois Flora incapable de faire du mal à une mouche. Alors selon vous, que s'est-il passé? Je suis perdu. Je suis venu ici non pour répondre à cette question, mais pour vous la poser. Néanmoins, puisque vous désirez connaître mon opinion, je vais vous la dire. À mon sens, l'émotion provoquée par ce mariage et l'exaltation de se voir subitement transporté au sommet de l'échelle sociale ont dû provoquer chez ma femme une réaction nerveuse qui lui aurait complètement tourné la tête. En somme, vous estimez que Lady Saint-Simon ne serait plus en possession de ses facultés. Que voulez-vous? Quand je constate que non seulement elle me repousse, mais qu'elle repousse une situation à laquelle tant d'autres ont aspiré en vain, je ne vois pas comment expliquer cela autrement. Oui, il est de fait que c'est encore une hypothèse qui peut s'admettre. Voyons, je crois être maintenant en possession de tous les éléments dont j'ai besoin. Merci à vous, messieurs, pour votre écoute. Je vais vous laisser. Ah, dites-moi, Lord Saint-Simon, pendant le lunch, étiez-vous assis face aux fenêtres donnant sur la rue? Drôle de question.
Oui, ma femme et moi pouvions même voir l'autre côté de la chaussée et le parc qui s'étend au-delà. Très bien, je vous remercie. Alors je crois inutile de vous retenir plus longtemps, je vous écrirai d'ici peu. Si vous êtes assez heureux pour résoudre le problème. Oh, c'est déjà fait. Hum? Que dites-vous? Je dis que le problème est déjà résolu. Mais alors, où est ma femme? Cela est un détail secondaire que je serai bientôt en mesure de vous fournir. Vous semblez optimiste, mais j'ai grand peur que ce ne soit en dehors de votre compétence et de la mienne. Lord Saint-Simon nous quitta sur ces mots, après nous avoir salués d'une pompeuse révérence à l'ancienne mode. Voyez-vous, Watson, je suis un homme heureux et je suis très flatté de me voir mis par Lord Saint-Simon au même niveau que lui. Allons, je crois que j'ai bien mérité un whisky soda et un cigare après cet interrogatoire. Parfaitement accessoire d'ailleurs, puisque je savais déjà à quoi m'en tenir quand notre client est entré ici. Vous plaisantez, mon cher? Non, Watson, j'ai vu plusieurs cas similaires, mais jamais, comme je vous l'expliquais encore tout à l'heure, je n'en ai encore rencontré un seul qui se soit produit aussi promptement que celui-ci. Tout son interrogatoire n'avait d'autre but que de changer mes conjectures en certitude. Les petits détails en apparence insignifiants sont parfois ceux qui vous apportent les preuves les plus convaincantes. Cependant, j'ai tout entendu comme vous, et pourtant je ne peux... Oui, mais vous ne pouvez pas vous baser comme moi sur les cas antérieurs, qui me sont d'un secours si précieux. Ainsi, cette affaire a eu son pendant à Aberdeen il y a quelques années, et l'année qui a suivi la guerre franco-allemande, il s'est passé à Munich quelque chose de très analogue. C'est précisément l'un de ces cas. C'était l'inspecteur Lestrade qui nous rendait visite. Le détective officiel était vêtu d'une vareuse et d'une cravate de marin qui lui donnait tout à fait l'aspect d'un vieux loup de mer, et tenait à la main un sac en toile noire. Bonjour Lestrade. Tenez, prenez donc un verre sur le buffet, et ici, dans cette boîte, vous allez trouver les cigares. L'inspecteur s'assit et alluma le cigare qu'on venait de lui offrir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas l'air content. Je ne le suis pas. Le diable soit de cette histoire du mariage de Lord Saint-Simon. C'est à n'y rien comprendre. Vraiment, vous me surprenez. A-t-on jamais vu affaire aussi embrouillée? Chaque fois que je crois tenir une piste, crac, elle me file entre les doigts. Et pourtant, j'y suis attelé depuis ce matin. Et vous êtes tout trempé. Oui, je viens de draguer le lac de Hyde Park Et pourquoi faire, grand Dieu? pour chercher le corps de Lady Saint-Simon. Alors pendant que vous y étiez, vous auriez aussi dû draguer le bassin de Trafalgar Square. Pourquoi? Que voulez-vous dire? Parce que vous aviez autant de chances de retrouver le corps de Lady Saint-Simon dans l'un que dans l'autre. Vous savez donc la vérité, vous? Oh, je viens seulement d'entendre les détails de cette aventure, mais mon opinion est déjà faite. Ah, alors vous pensez vraiment que le lac n'y a joué aucun rôle? À mon avis, c'est fort peu probable. En ce cas, voudriez-vous avoir l'obligeance de m'expliquer comment il se fait que nous ayons découvert ceci? Il ouvrit son sac noir et en fit tomber sur le parquet une robe de mariée en soie, une paire de souliers de satin blanc, une couronne de fleurs d'oranger et un voile, le tout encore ruisselant d'eau. Et pour finir en beauté, une alliance toute neuve. Maintenant, débrouillez-vous comme vous pourrez, monsieur Holmes. Ah, ainsi vous avez repêché cela au fond du lac. Non, c'est un des gardiens du parc qui a découvert tous ces objets flottant sur le bord. Mais comme il a été établi depuis qu'ils appartenaient effectivement à Lady Saint-Simon, j'en ai tout naturellement conclu que son corps devait se trouver quelque part par là aussi. Mais d'après ce merveilleux raisonnement, on devrait également retrouver le corps de tous les gens dans leur armoire à glace, puisqu'il y a leurs vêtements à l'intérieur. Bon, Lestrade, dites-moi à quelle conclusion pensez-vous aboutir en définitive? Je comptais établir la preuve que Flora Miller devait être impliquée dans la disparition de Lady Saint-Simon. J'ai peur que vous n'ayez bien du mal à y parvenir, mon ami. Ah, vraiment? Eh bien, je commence à croire que vos belles déductions et vos beaux raisonnements ne servent pas à grand-chose, mon cher Holmes, car vous venez de commettre 2 superbes gaffes coup sur coup. Cette robe, ne vous en déplaise, indique parfaitement Flora Miller. Développez, je vous prie. Dans la robe, il y a une poche. Dans la poche, il y a un porte-carte. Et dans le porte-carte, il y a un billet. Et ce billet, le voici. Quand vous me verrez, tout sera prêt. Signé F.H.M. Dès le premier moment, j'ai eu l'idée que Flora Miller avait attiré Lady Saint-Simon hors de chez elle, et que, aidée par un complice, elle l'avait fait tomber ensuite dans un guet-apens. Watson, il me semble avoir déjà entendu cette théorie quelque part. Ce billet est signé de ses initiales. Pas vraiment, Flora Miller, et il est inscrit FHM. Oui, avec un H au milieu. Bref, ce mot n'est autre que celui qu'elle lui a glissé dans la main lorsqu'elle est venue à la porte afin de la décider à venir la rejoindre.
Bravo Lestrade, vous êtes positivement admirable. Montrez-moi cela. Mon ami prit le papier d'un geste indifférent, mais à peine l'avait-il regardé qu'il sursauta, et après l'avoir attentivement examiné, laissa échapper un cri de satisfaction. Mais oui, c'est important. Ah! Ah, vous en convenez cette fois. C'est très important, je vous félicite chaudement. Lestrade se leva d'un air triomphant et se pencha par-dessus l'épaule de Sherlock. Mais vous ne le regardez pas du bon côté. Au contraire, c'est de ce côté-ci qu'il faut le regarder. De ce côté-ci, vous êtes fou. Tenez, retournez-le. Vous voyez bien les mots comme je les vois, au crayon. Oui, mais en retournant le papier, je vois quelque chose d'autre. Une note d'hôtel et qui m'intéresse grandement. Qu'est-ce que cela dit ? 4 octobre, chambre, petit déjeuner, cocktail, déjeuner, verre de sherry, total 12 shillings 3 pence. C'est cher. Et après, vous voyez quelque chose là-dedans, vous? Évidemment non, mais cela n'empêche que ce soit très important. Quant à ces lignes écrites au crayon, elles ont leur importance aussi, du moins en ce qui concerne les initiales. Aussi, je vous réitère mes félicitations, mon cher Lestrade. J'ai perdu assez de temps déjà. Pour ma part, j'estime que si l'on veut aboutir à quelque chose, il faut se donner du mal. Ce n'est pas en échafaudant des hypothèses au coin de son feu qu'on y parvient. Au revoir, monsieur Holmes. Nous verrons qui de nous deux réussira le premier à découvrir la clé de l'énigme. Et, rassemblant tous les objets mouillés qu'il nous avait montrés, il les remit dans son sac et se dirigea vers la porte. Écoutez, Lestrade, je vais vous donner un tuyau. Si vous voulez la clé de l'énigme, la voici. Lady Saint-Simon n'est qu'un mythe. Il n'y a pas de Lady Saint-Simon et il n'y en a jamais eu. Lestrade jeta un regard de pitié à mon compagnon, puis se retournant vers moi, il se frappa le fond 3 fois, hocha gravement la tête et sortit d'un air affairé. À peine la porte s'était-elle refermée sur lui que Holmes se leva et enfila son par-dessus. Ce brave Lestrade n'a pas tout à fait tort en disant qu'il ne faut pas rester toujours au coin de son feu. Aussi, Watson, je crois que je vais vous laisser pendant quelque temps à vos journaux. À tout à l'heure. Il était 5 heures passées quand Sherlock Holmes me quitta. Mais je n'eus pas le temps de m'ennuyer car, moins d'1 heure après, je reçus une étrange visite. Un garçon pâtissier portant une grande caisse plate qu'il se mit aussitôt à déballer en se faisant aider par un jeune mitron qu'il avait emmené avec lui. Et en l'espace de quelques instants, je vis se dresser sur notre table un petit souper froid digne du plus fin gourmet. Il y avait là du coq de bruyère, un faisan, un pâté de foie gras et plusieurs vénérables et poudreuses bouteilles. Une fois le savoureux festin installé, mes 2 visiteurs s'éclipsèrent mystérieusement sans me fournir d'explication, sauf pour me dire que la note était réglée d'avance et qu'on leur avait simplement donné l'ordre de livrer la commande à cette adresse. Juste avant 9 heures, Sherlock Holmes rentra précipitamment. Il avait l'air très grave, mais ses yeux brillaient d'un éclat qui me laissa présumer qu'il avait vérifié l'exactitude de ses conclusions. Ah, très bien, à ce que je vois, on a préparé le souper. Oui, mais vous attendez 3 invités sans doute. J'ai compté 5 couverts. Effectivement, je crois qu'il va nous arriver d'autres convives, Watson. Je m'étonne même que Lord Saint-Simon ne soit pas déjà là. Ah, il me semble que j'entends justement son pas dans l'escalier. C'était en effet notre client de la matinée. Il entra d'un air très agité en jouant plus nerveusement que jamais avec son pince-nez, et ses traits aristocratiques me parurent profondément altérés. Lord Saint-Simon se laissa tomber dans un fauteuil et se passa la main sur le front. Que dira mon père, le duc, quand il apprendra qu'un membre de la famille a subi une telle humiliation? C'est un simple accident, je n'y vois pas la moindre humiliation. Oh, c'est que vous envisagez les choses d'un tout autre point de vue. Il ne m'apparaît pas que l'on puisse blâmer personne. Je n'ai pas l'impression que cette dame aurait pu agir différemment. Il est seulement regrettable qu'elle ait agi avec une telle brusquerie. Mais n'ayant pas de mère, elle n'avait personne pour la conseiller dans ce moment critique. Mais c'est un affront, monsieur. Un affront public. Il faut être indulgent pour cette pauvre fille. Songez dans quelle situation invraisemblable elle se trouvait. Non, ce qu'elle a fait là est impardonnable. Je suis outré qu'on puisse abuser de moi de la sorte. Ah, puisque vous refusez de vous laisser fléchir par moi, Lord Saint-Simon, voici quelqu'un qui saura peut-être mieux plaider pour elle. Il ouvrit la porte et fit entrer un homme et une femme. Lord Saint-Simon, permettez-moi de vous présenter Monsieur et Madame Francis et Moulton. Vous avez déjà eu, je crois, l'occasion de vous rencontrer avec Madame. En voyant entrer les 2 nouveaux venus, notre client s'était dressé d'un bond, et très droit, les yeux baissés et la main enfoncée dans son gilet, avait pris une attitude à la fois digne et outragée. La femme s'était rapidement avancée vers lui, la main tendue, mais il s'entêtait à ne pas vouloir relever les yeux. C'était d'ailleurs la meilleure méthode qu'il pouvait adopter pour ne pas se laisser émouvoir, car elle avait une physionomie si implorante qu'il eût été vraiment difficile de lui résister. Vous êtes fâché, Robert? Vous avez parfaitement lieu de l'être. Pas d'excuses, je vous en prie. Oh, je sais que j'ai très mal agi envers vous, et que j'aurais dû vous fournir une explication avant de m'en aller.
Mais que voulez-vous? J'étais toute sans dessus-dessous et, depuis que j'ai revu Franck ici, je ne savais plus ce que je faisais ni ce que je disais. La seule chose qui me surprend, c'est de ne pas m'être évanouie sur le coup à l'église. Madame Moulton, désirez-vous que nous nous retirions, mon ami et moi? Cela vous permettra de parler plus librement. L'inconnu prit alors la parole. C'était un petit homme sec et hâlé, à la figure éveillée et aux manières pleines de vivacité. Si vous voulez mon avis, je trouve que l'on a déjà fait trop de mystères autour de tout cela. Pour ma part, je ne désire qu'une chose, c'est que la vérité soit proclamée. Eh bien, alors je vais vous raconter tout ce qu'il en est. Franck et moi, on s'était rencontrés en 81, dans les montagnes rocheuses, au camp de McGuire, où Pa exploitait son bout de terrain à la recherche d'or. Son claim. Exact. C'est notre jargon. Il espérait devenir riche. Franck et moi, on s'était fiancés. Mais voilà qu'un jour, Pa tombe sur un riche filon et ramasse le gros sac. Tandis que ce pauvre Franck, lui, avait un claim qui ne valait pas un clou et dont il ne pouvait tirer rien de rien. Bref, plus Pa devenait riche, plus Franck, lui, devenait pauvre. Si bien qu'à la fin, Pa ne voulut plus entendre parler de notre mariage et m'emmena à San Francisco. Seulement Franck, qui ne voulait pas me lâcher, n'a rien trouvé de mieux que de nous suivre. Ce qui fait qu'on a continué à se voir sans que Pa en sache rien. Vous comprenez? Il en serait devenu fou, Pa, s'il avait su ça. Alors valait mieux rien lui dire. Je lui disais que j'allais retourner travailler et que je reviendrais la chercher le jour où j'aurais amassé autant d'or que son père. Alors moi, je lui ai promis de l'attendre aussi longtemps qu'il faudrait, et de ne pas me marier avec un autre tant qu'il serait vivant. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas se marier tout de suite? Au moins comme ça, je me sentais plus tranquille. On a discuté de ça pendant longtemps, tous les deux. Et puis Franck a fini par s'arranger avec un pasteur qui nous a mariés en cachette. Et il est parti pour tâcher de faire fortune pendant que moi, je restais auprès de Pa. Je suis allé dans le Montana, rien. Puis j'ai prospecté dans l'Arizona, rien. Puis le Nouveau-Mexique, et là, on nous a attaqués. Notre camp de mineurs a été attaqué par des Indiens Apaches. J'ai découvert dans la presse la terrible nouvelle où l'on citait le nom de mon Franck parmi les tués. J'en perdis connaissance sur le coup, et j'en fus malade pendant des mois. Pa crut que j'étais malade et me fit voir à plus de la moitié des médecins de San Francisco. 1 an s'écoula, et même davantage, sans que je reçoive aucune nouvelle. Il n'y avait donc plus de doute à avoir. Franck était bel et bien mort. Là-dessus, Lord Saint-Simon vint à San Francisco, puis on partit pour Londres et le mariage fut décidé. Pa, lui, était bien content, mais moi, chantais bien que jamais aucun homme n'occuperait dans mon cœur la place que j'avais réservée à mon pauvre Franck. Pour autant, sachez que si j'étais devenue la femme de Lord Saint-Simon, je me serais bien conduite vis-à-vis de lui. On ne commande pas à son cœur, mais on commande à sa manière d'agir. Et quand il me conduisit à l'hôtel, j'étais bien décidée à être pour lui une compagne aussi parfaite que possible. Mais je vous laisse à penser ce qui se passa en moi. Lorsqu'en avançant vers les grilles de l'hôtel, j'aperçus, en me retournant, Franck, debout, au premier banc qui me regardait. Sur le moment, j'ai cru que c'était son fantôme, mais en regardant une deuxième fois, je m'aperçus qu'il était toujours là et que ses yeux me fixaient comme s'il avait cherché à lire sur mon visage si j'étais contente ou contrariée de le revoir. Je ne sais pas comment je ne suis pas tombée raide sur le coup. Je me rappelle seulement que tout s'est mis à tourner autour de moi et que je n'entendais plus les paroles du pasteur, que comme si ça avait été une abeille qui me bourdonnait aux oreilles. Que faire? Arrêter la cérémonie et provoquer une scène dans l'église? J'ai mis mon doigt sur mes lèvres pour lui faire signe de se tenir tranquille. Puis j'ai écrit un mot sur un bout de papier, une seule ligne, pour lui demander de me rejoindre quand je lui ferai signe. Lorsqu'on passa devant lui pour se diriger vers la sacristie, je laissai tomber mon bouquet dans son banc. Et il me glissa le mot dans la main en me rendant les fleurs. Naturellement, je n'avais aucun doute que maintenant, mon premier devoir était d'aller chez lui, et je décidai de faire point pour point ce qu'il me dirait. En rentrant à la maison, je racontai ce qui s'était passé à ma femme de chambre, qu'il avait connue en Californie, et qui avait toujours été en bons termes avec lui. Je lui donnai ordre de ne rien dire, mais de faire un paquet de certaines choses que je voulais emporter et de me préparer un manteau. Je sais bien que j'aurais dû donner une explication à Lord Saint-Simon, mais ça m'impressionnait d'être obligée de lui dire ça en présence de sa mère et devant tous ces gens huppés. Alors je pris le parti de filer sans rien dire, quitte à lui expliquer tout plus tard. Il n'y avait pas 10 minutes qu'on était à table,
quand j'aperçus Frank par la fenêtre sur le trottoir en face. Il me fit signe de venir, puis s'avança dans le parc. Alors, sans perdre un instant, je m'échappai de la salle à manger, j'allais mettre mes affaires et je courus le rejoindre. En sortant, je fus abordée par une femme qui se mit à me raconter je ne sais trop quelle histoire sur Lord Saint-Simon, et le peu que j'en entendis me fit comprendre que lui aussi avait dû avoir, avant notre mariage, une petite aventure dont il ne m'avait rien dit. Mais je saisis le premier prétexte venu pour me débarrasser de cette femme, et quelques instants après, je réussis à rattraper Frank. Nous prîmes un cab tous les deux, et nous nous fîmes conduire à l'appartement qu'il avait loué dans Gordon Square. Et ce fut mon vrai mariage après tant d'années d'attente. J'avais été fait prisonnier par les Indiens. Je m'étais évadé et j'avais regagné San Francisco. Et là, quand j'appris qu'elle me tenait pour mort et qu'elle était partie pour l'Angleterre, j'ai pris le premier bateau, mais je ne suis parvenu à la retrouver que le jour même de son mariage. Son second mariage, pour être exact. Ensuite, on discuta tous les deux de ce qu'il vaudrait mieux faire. Frank trouvait qu'il était préférable de s'expliquer franchement, mais moi, toute cette histoire me faisait tellement honte que j'aurais voulu disparaître une fois pour toutes sans revoir personne, et en me contentant tout au plus de passer un mot à pas, juste pour lui faire savoir que j'étais toujours de ce monde. Ça me donnait le frisson de penser à tous ces lords et à toutes ces ladies assises autour de cette table en attendant mon retour. Alors, pour qu'on ne retrouve pas de traces de moi, Frank prit ma toilette et mes affaires de mariée et en fit un paquet qu'il s'en alla jeter à un endroit où personne ne pourrait les retrouver. Il est plus que probable que nous serions partis demain pour Paris. Seulement, ce bon monsieur Holmes, qui avait réussi à nous dénicher je ne sais vraiment pas comment, nous a rendu visite et m'a démontré très nettement et très gentiment que j'avais tort et que Frank avait raison et que nous compliquerions inutilement les choses en continuant à nous cacher. Il nous proposa également de nous fournir l'occasion de parler à Lord Saint-Simon tout seul, et il fit si bien que nous nous mîmes séance tenante en route pour aller chez lui. Maintenant, Robert, vous savez toute la vérité. Je vous demande encore une fois pardon si je vous ai causé de la peine, et j'espère que vous ne garderez pas trop mauvaise opinion de moi. Lord Saint-Simon, sans atténuer en rien la raideur de son attitude, avait écouté ce long récit en fronçant le sourcil et en pinçant les lèvres. Excusez-moi, mais je n'ai pas pour habitude de discuter ainsi publiquement de mes affaires intimes. Alors vous ne voulez pas me pardonner. Vous ne voulez pas me serrer la main avant que je m'en aille. Oh, volontiers, si cela peut vous faire plaisir. Il avança la main et serra froidement celle qu'elle lui tendait. J'avais espéré que vous nous feriez l'amitié de souper avec nous. Cette fois, monsieur Holmes, c'est un peu trop demandé. Je me résigne à accepter l'inévitable, mais on ne peut tout de même pas exiger que je m'en réjouisse. Donc, si vous le permettez, je vais maintenant me retirer en vous souhaitant à tous une bonne soirée. Lord Saint-Simon nous adressa collectivement une large révérence et se retira avec beaucoup de dignité. J'espère que vous deux, au moins, me ferez l'honneur d'être des nôtres. C'est toujours un vif plaisir pour moi de rencontrer un Américain, monsieur Moulton. Après un copieux repas, nos invités prirent congé de nous. Watson, voilà un cas que je considère comme très intéressant, car il sert à démontrer clairement qu'une affaire qui, à première vue, paraissait inexplicable et d'une simplicité étonnante. Quoi de plus naturel et de plus vraisemblable, en effet, que l'exposé des faits que nous a fourni cette jeune femme? Et quoi de plus compliqué et de plus inadmissible, par contre, que la théorie que s'était formée Lestrade? Mais la vôtre était bonne alors? Dès le début, deux faits m'avaient paru très évidents. À savoir, d'une part que mademoiselle Hattie Doran avait consenti de plein gré à épouser Lord Saint-Simon, et d'autre part, qu'elle en avait eu regret aussitôt la cérémonie terminée. Or, un tel revirement n'avait pu s'opérer chez elle que si quelque chose d'imprévu était survenu dans le courant de la matinée. De quoi s'agissait-il? Elle n'avait pu parler à personne pendant le temps qu'elle s'était absentée de chez elle, puisqu'elle était restée constamment aux côtés de celui qui allait être son mari. Alors, avait-elle simplement vu quelqu'un? Si oui, ce ne pouvait être que quelqu'un venant d'Amérique, car elle était depuis trop peu de temps en Angleterre pour qu'un homme ait assez d'influence sur elle qu'elle eût été si profondément impressionnée rien qu'en le voyant. Vous voyez donc que grâce à ce procédé d'élimination, nous avons déjà abouti à cette supposition qu'elle avait vu un Américain. Restait maintenant à découvrir qui était cet Américain et pourquoi il avait tant d'ascendant sur elle. Ce pouvait être soit quelqu'un qui la courtisait, soit quelqu'un qu'elle avait déjà épousé. Bien sûr. Je savais que toute sa jeunesse s'était écoulée dans un milieu sauvage et assez anormal. Voilà où j'en étais parvenu lorsque Lord Saint-Simon nous conta ce qui venait de lui arriver. Quand il nous parla de l'homme qu'il avait vu dans le premier banc de l'église,
du changement d'attitude de sa femme, du bouquet tombé, de la conversation qu'elle avait eue avec la femme de chambre dont elle faisait sa confidente, et enfin de ce terme très significatif dont elle s'était servie, rafler un claim, ce qui, en jargon de mineur, signifie s'emparer d'une concession primitivement accordée à un tiers. Le mystère commença à s'éclaircir sensiblement pour moi. Désormais, plus de doute possible. Elle était partie avec un homme, et cet homme était soit un amant, soit quelqu'un qu'elle avait épousé antérieurement, ce qui me sembla plus probable. Mais comment diable vous y êtes-vous pris pour les retrouver? Ah, j'aurais peut-être eu assez de difficultés à y parvenir si je ne m'étais aperçu que notre ami Lestrade avait entre les mains des indications dont lui-même ne soupçonnait pas la valeur. Naturellement, les initiales étaient de la plus haute importance, mais il y avait en outre un détail très intéressant à relever, c'est que, moins d'une semaine auparavant, l'homme en question avait réglé sa note dans l'un des plus grands hôtels de Londres. Et oui, le prix énuméré sur la note était élevé. Quand on voit compter une chambre 8 shillings et un verre de sherry 8 pence, il est bien évident qu'il s'agit d'un établissement de premier ordre. Il n'y en a pas beaucoup à Londres où les tarifs soient aussi élevés. J'entrepris donc de les visiter l'un après l'autre. J'ai eu de la chance, Watson, car dès le second, je constatai en consultant les registres qu'un certain Francis H. Moulton, citoyen américain, l'avait quitté la veille même, et, en vérifiant son compte, que ce compte concordait exactement avec les chiffres portés sur la note. Comme j'appris en outre qu'il avait donné ordre de faire suivre sa correspondance au 226 Gordon Square, je me rendis aussitôt à cette adresse, où j'eus encore de la chance, celle de rencontrer les amoureux chez eux. Bravo, Holmes. Bon, j'entrepris aussitôt de leur donner quelques sages conseils et réussis à leur démontrer qu'ils auraient plus d'intérêt, sur tous les rapports, à faire connaître à tout le monde en général et à Lord Saint-Simon en particulier, la véritable situation dans laquelle ils se trouvaient. Ensuite, je les ai invités à me rejoindre ici, et, comme vous avez pu le voir, j'ai décidé également Lord Saint-Simon à venir au rendez-vous. Son attitude n'a certes pas été des plus aimables. Ah, Watson, peut-être ne seriez-vous pas très aimable non plus, si après avoir réussi avec bien du mal à conquérir une femme et à l'épouser, vous voyez subitement s'envoler cette femme et la fortune qu'elle devait vous apporter. Je crois que nous devons témoigner beaucoup d'indulgence à Lord Saint-Simon et remercier le ciel de n'avoir pas à supporter nous-mêmes une pareille épreuve. Approchez votre fauteuil et passez-moi mon violon, car pour l'instant, le seul problème qu'il nous reste à résoudre consiste à décider comment nous nous y prendrons pour tromper l'ennui de ces mornes soirées d'automne.